Ils ont volé son chien, ils ont oublié qu'il se souvenait de tout. Ils l'ont pris à 19h42, pas une minute plus tôt, pas une seconde plus tard. L'alarme du portail n'a pas sonné. La caméra de l'allée a figé une seule image. Un fourgon blanc sans plaque avant, l'angle parfait, le masque parfait. Sur la dalle encore tiède, une empreinte de semelle striée, trempée de pluie. Et au bout de la laisse coupée nette, un silence qui a fait trembler la maison plus fort que n'importe quel orage. Amara Ndiaye posa la main sur l'anneau de métal resté au sol. La sangle bleue vibrait encore de chaleur. « Malo !» murmura-t-elle. Son chien ne répondait jamais au deuxième appel. Il n'en avait pas besoin. Malo savait ce que signifiait sa voix au premier souffle. Parce qu'avant d'être juste son chien, Malo avait été son binôme. Section cynophile, opération mixte, exercice interminable où l'on apprend à respirer ensemble, à penser ensemble, à franchir la porte ensemble. Ils ont volé un chien, pensait un voisin. Ils ont kidnappé ma mémoire, pensa Amara. Calme, toujours commencer par le calme. Elle plaça l'anneau dans une pochette preuve. Gants nitrile, frontal, téléphone en mode avion. Elle traversa la cuisine, ouvrit l'armoire à balai qui n'en était pas une. Derrière le faux panneau, un caisson en acier dormait. Code, clic. Dedans, pas de fantasme hollywoodien, juste ce qu'il faut. Un bâton télescopique, une lampe de poche agressive, un spray au poivre balistique, des menottes textiles, un carnet étanche, des petites étiquettes fluorescentes. Sur la dernière étagère, une trousse de premiers soins canines. Elle la regarda et la referma. Pas maintenant. Pas de promesse qu'elle ne pouvait pas tenir. Pas encore. Le fourgon. Elle rembobina la séquence image par image. Pluie, reflet. Un autocollant délavé sur la portière coulissante. Juste une forme. Un triangle. Pas une marque. Un signal. À 19h41, un reflet plus sombre a masqué le troisième lampadaire. Donc ils étaient deux véhicules. Le premier a caché la manœuvre, le second a emporté le chien. Malo n'avait pas aboyé. Il n'aboie jamais sans autorisation. Mais il avait laissé des marques, une touffe de poils coincée dans l'angle de la marche, une trace de griffure sur l'aluminium du fourgon. Signe de lutte, mais courte. Taser canin? Non, il aurait mordu. L'odeur, Amara la capta. Clous de girofle, huile moteur, plastique neuf, mélange de garage et de pharmacie, une combinaison rare, à part dans les ateliers clandestins où l'on dope, vaccine, revend, efface. Sur la rue, le monde faisait semblant de tourner. Les scooters, la pluie en rideau, une maman qui pressait son enfant sous un parapluie à pois. À première vue, Lyon respirait comme d'habitude. À deuxième vue, les deux silhouettes sous la marquise du bar d'en face gardaient l'angle depuis trop longtemps. Amateur? Non. Col relevé, mains vides, épaules prêtes. Des yeux. Amara rangea ses émotions dans une boîte. Elle traversa la rue. « Vous avez vu mon chien ?» demanda-t-elle assez fort pour que le patron du bar entende, assez bas pour que les deux silhouettes n'aient pas le temps de jouer la surprise. Grand, noir, collier bleu, silence, un cliquetis de verre. Les deux yeux se figèrent une microseconde, la microseconde où l'on trahit qu'on n'est pas du quartier. Elle fit mine de décrocher son téléphone. Selfie inversé, caméra tournée vers eux. Un instant plus tard, elle avait capté un profil, un angle d'oreille, un morceau d'écusson qui dépassait du pull. Sharks Garage, le triangle sur le fourgon, le garage pirate de la zone industrielle de Feyzin. Ils avaient laissé un fil. « Merci quand même », lança-t-elle, déjà repartie.
Calme, plan, vitesse. Chez elle, Amara déplia une carte muette de la périphérie. Les Sharks avaient été cités une fois dans un dossier. Moteur bricolé, pièces volées, pas de gros antécédents. Mais elle se souvenait d'un nom qui traînait autour de leurs affaires. Vasco. Trafic de chiens de race, reproducteurs, paris clandestins, tout ce qui sent la honte et l'argent. Vasco, c'était l'odeur de clous de girofle sur des gants bon marché, pour masquer l'ammoniaque. C'était peut-être lui, peut-être eux, peu importe. Elle pinça la lèvre. Réseau ou pas, elle commencerait par la première porte. Elle enfila une veste imperméable, glissa un bandana noir dans sa poche et sortit par l'arrière, côté potager. Sa voisine, Yvette, leva la tête de ses géraniums. « Amara, tout va. On m'a pris Malo. »« Quoi ? Vous n'avez rien entendu, Yvette. Dites-le à personne. Si on vous pose des questions, vous dites que je suis à l'intérieur, choqué, d'accord ? Mais la police. J'appelle quand j'ai quelque chose qui tient au tribunal. Maintenant, j'ai juste une corde. » La pluie se fit plus fine. Le ciel avait l'odeur de l'orage qui hésite. Amara longea les jardins, déboucha sur une impasse, siffla un taxi. Pas d'appli. Espèce. Phase-in, zone docks. Pas l'entrée principale. Derrière la station-service, vous voyez ? Je vois, madame. Et je n'étais pas là. 23 minutes plus tard, la lumière des néons déformait l'asphalte. Sharks Garage n'affichait pas son nom. Juste un rideau métallique, 2 caméras en dôme, un chien qui n'aboyait pas, parce qu'il n'y en avait pas. Les petits garages aiment bien faire croire qu'ils ont un Malinois. Ils n'en ont pas. Ils ont peur des Malinois. Amara prit le temps d'être une ombre. Elle observa 3 voitures. Clio grise, break Volvo cabossé, fourgon blanc. Pas le fourgon. Celui-ci avait ses plaques. Elle photographia les vis, le sticker triangulaire. Même triangle, autre patine. Elle s'accroupit. Sous le fourgon, trace d'une sangle récemment frottée. Elle suivit des yeux la goutte qui pendait à un clapet. Mélange d'eau de pluie et de bave. Malo, tu as laissé un fil. Je tire. Une porte latérale grinça. Un type sortit fumer. Barbe courte, main de noir. Il regarda à gauche, à droite, téléphone collé à l'oreille. Ouais, on l'a, ouais. Non, pas longtemps. Demain, c'est pick-up. Oui, Vasco, je te dis. Le nom claqua comme une carte posée face visible. Amara sentit la chaleur monter au creux des paumes. Le type écrasa sa clope, fit demi-tour. Elle glissa sa main sous le rideau, posa son micro-aimant audio sur le rail. À l'intérieur, un radio grésilla. Elle se plaqua contre le mur, invisible. 2 voix, puis 3, puis le rire gras de ceux qui croient qu'ils viennent de gagner. Collier bleu, éducation militaire, jackpot pour Airline. Faut l'endormir plus, il nous a regardés comme un flic. T'inquiète, demain, l'acheteur vient avec le camion. À quelle heure ? 6 heures. Quai neuf. Quai neuf. Pas une métaphore. À 800 mètres, à l'abri des caméras municipales, l'ancien quai de chargement des palettes, abandonné après l'incendie de l'entrepôt. Parfait pour un échange matinal. Parfait pour un piège. Amara sourit sans joie. 6 heures. Ils avaient offert l'heure et le lieu. Resterait à récupérer Malo sans le briser. Elle repartit par l'arrière, perdit volontairement sa trace dans une supérette de nuit, ressortit par la réserve, coupa par une cour intérieure, sauta un muret, atterrit dans une allée où le seul témoin était un chat obèse. À 22h11, elle était de retour chez elle. Elle envoya un unique message chiffré à un ancien collègue.
Besoin de 30 minutes d'ombre quai 9 entre 5h50 6h20. Rien d'illégal, juste de la lumière qui s'éteint au bon moment. A. La réponse arriva 2 minutes plus tard. Sur la table, elle étala son petit arsenal. Bâton télescopique, lampe stroboscopique, serre-flex souple, ruban adhésif tissu, marqueur. Elle découpait déjà des bandes quand son regard tomba sur la niche vide. Il y eut une seconde de vide au milieu de son thorax, l'envie de hurler, l'envie de pleurer. Elle inspira profondément, ferma les yeux. Une image. Malo à 6 mois, oreilles trop grandes, regard trop sérieux. Une autre, Malo au sol avec elle, respiration synchronisée. Une autre, Malo qui hésite devant l'eau et qui, sur un simple « c'est bien », saute. « Rappelle-toi, Malo », murmura-t-elle. « Rappelle-toi comme on marche, comme on attend, comme on redescend le cœur. » Minuit passa en silence. Elle ne dormit pas. Elle déroula le plan en petites cases. Approche, distraction, extraction, neutralisation, sortie. Elle ne cherchait pas un combat, elle cherchait une ouverture. Mais si le combat venait, elle se souvenait aussi. Du bruit d'un os qui cède, de l'odeur métallique sur la langue après un coup trop près, de la vitesse qui sauve. À 5h12, la ville avait l'air d'un secret. Amara s'échauffa en 2 minutes. Poignets, nuque, hanche. Une vieille habitude, réveiller le corps sans réveiller la rue. Elle enfila un jean noir, un sweat anthracite, des gants fins, une casquette neutre. Rien à attraper, rien à retenir. Sur sa poitrine, une mini-caméra. Dans sa poche, 2 friandises odorantes que Malo n'avait jamais reçues en mission, pour que, même drogué, son cerveau trouve le chemin. Quai 9 n'avait pas besoin de numéro. L'odeur de bois brûlé et de diesel le désignait. Un seul lampadaire, une flaque qui renvoyait le ciel. Elle se percha sur une passerelle métallique. 5h47. Le bruit d'un moteur plus grave que la moyenne remonta la voie ferrée morte. Fourgon. Ils se garèrent au centre. 2 hommes descendirent. Un troisième resta à l'intérieur. Le premier avait le pas du chef, le deuxième le regard de celui qui veut plaire au chef. Le coffre gronda, une cage apparut, bâchée. La bâche vibra. Amara sentit ses doigts se crisper autour du métal froid. Déclencheur A, un coup de stroboscope à 30 mètres pour couper les yeux une seconde. Déclencheur B, un sifflement long, pas l'ordre officiel, un sifflement privé, celui du dimanche, celui qui dit « c'est fini, on rentre ». Déclencheur C, la colère. 5h59, un deuxième véhicule, berline foncée, portière arrière qui claque. Un type qui marche sans regarder autour de lui. L'acheteur probablement. Voix sèche, accent vague. Montrez, ils ont soulevé la bâche. Amara vit un flanc noir, un œil, une narine qui bouge. Malo ne parla pas. Il attendit. Il calculait. Même ici, il se souvenait. 6 heures sont. La lumière unique du quai cligna, mourut. Un présent discret d'un ancien collègue qui devait déjà siroter son café à l'autre bout de la ville. La nuit artificielle avala les silhouettes une seconde. Une seconde, c'est l'éternité quand on sait quoi faire. Amara laissa tomber le souffle, puis elle lâcha la passerelle. Impact souple, 2 pas, stroboscope, flash blanc, cri, bâton qui claque le poignet du chef, lâché, coup de droit de l'homme qui veut plaire. Sommeil. Spray, demi-lune, jambes balayées. Silence. Elle glissa, ouvrit l'anneau de la cage d'une traction sèche, envoya dans l'air le sifflement qu'aucun autre chien au monde ne connaissait. À la maison, Malo. L'ombre se redressa dans la cage. Un battement de cœur. 2. La patte avança.
Les yeux trouvèrent la silhouette. Le monde entier se réduisit à une corde invisible entre eux deux. Le chef hurla quelque chose. L'acheteur porta la main à sa ceinture. Le bruit sec d'une culasse. Émotion, calme, explosion. Amara pivota, tendit le bâton, frappa la main qui tirait. Le coup de feu partit, perdu dans le béton. Malo jaillit. La cage chuta. Le quai devint un orchestre de métal, de pas, de souffle et de rage. Et au milieu, la vérité simple et nue. Ils avaient volé un chien. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient déclenché. Le bruit du tir s'éteignit comme une gifle dans le vent. Le silence qui suivit n'avait rien de paisible. C'était celui qu'on trouve entre deux coups d'orage. Le corps de l'acheteur s'affaissa, son arme glissant dans la flaque. L'autre type, le chef, tituba, ébloui par le flash, cherchant à comprendre comment tout avait basculé. Amara, elle, ne perdit pas une seconde. Elle attrapa Malo par le collier, vérifia d'un geste la respiration du chien, puis se retourna pour faire face à la confusion. Le troisième homme, resté dans le fourgon, sortit enfin, arme levée. Son projecteur découpa le quai en faisceaux blancs. « Bouge pas !» cria-t-il. « Mauvais choix !» Amara bougea. Elle roula derrière une caisse, lança sa lampe stroboscopique. Les flashs fendirent la nuit en éclairs hypnotiques. L'homme tira 3 balles, 2 ricochèrent sur le béton. La troisième effleura la rambarde. Amara bondit sur lui, désarma d'un coup sec, puis utilisa la crosse comme levier. Le type s'écroula, sonné. Malo, à côté, grognait bas, l'œil brillant d'une intelligence animale intacte. Il n'avait pas oublié les ordres, les positions, la discipline. Même après des mois de vie tranquille, son corps savait encore obéir à la guerre. « Reste !» murmura Amara. Le chien se figea, tendu, prêt. Elle avança vers le fourgon. Sur la portière, le triangle blanc taché de graisse brillait faiblement. Dans le coffre, des cages empilées, 3 chiots, un vieux labrador, un berger aux côtes saillantes. Trafic à grande échelle. Amara sortit son téléphone, prit plusieurs photos, puis balança un extincteur vide sur le pare-brise. Le chef tenta de fuir. Il n'alla pas loin. Malo bondit, le renversa, le plaqua contre le sol. Pas une morsure, pas un cri, juste ce regard froid d'un chien qui savait reconnaître les salauds. « Qui t'envoie » demanda Amara, voix basse. Ton de commandement. « Je sais pas, un type, un certain Vasco, il paye cash. »« Où ?»« Zone portuaire, entrepôt 17. »« Je t'en supplie, c'est pas moi. »« Non, c'est jamais vous, hein ?» Elle sortit une bande de tissu, lui lia les mains et le bâillonna. Pas pour le punir, pour gagner du temps. 6h10. Le soleil naissait, rouge et humide. L'opération était finie, mais le jeu venait à peine de commencer. Amara remit Malo dans la voiture abandonnée, coupa le moteur du fourgon, puis enclencha le mode silencieux de sa caméra. Elle envoya le dossier à un ancien contact. Trafic canin, preuve visuelle. Non, Vasco, entrepôt 17. Pas de badge officiel, je gère la suite. La réponse arriva vite. Tu veux du renfort? Non, pas encore. Elle conduisit jusqu'à la périphérie, le cœur battant au rythme du moteur. Malo, sur la banquette, posa sa tête sur sa jambe. « Tu te souviens, hein ?» souffla-t-elle. Le chien remua la queue. Il se souvenait de tout. Du sifflement, des nuits d'attente, des ordres donnés à mi-voix. Et elle se souvenait du serment. Ne plus jamais reprendre les armes. Mais Vasco venait de piétiner cette promesse. L'entrepôt 17 n'avait rien d'exotique. Tôle rouillée, camionnette, odeur d'huile. À première vue, un bâtiment mort. À deuxième, une ruche. Des hommes entrés,
sortez, déchargez des cages, des sacs, des caisses. Amara observa depuis une colline de gravats. Ses jumelles révélèrent les détails. 6 gardes, 2 chiens, un bureau vitré au fond. Le genre d'endroit où les cris ne sortent jamais. Elle caressa la tête de Malo. « Tu veux revoir la lumière du jour, mon vieux? Alors on y retourne, une dernière fois. Plan simple, efficace, repérer, distraire, isoler Vasco. » Mais elle savait que cet homme n'était pas n'importe quel trafiquant. C'était un ancien militaire, recyclé dans le crime, réputé pour racheter les chiens dressés et les revendre pour le combat. S'il avait Malo, c'était personnel. Amara enfila sa capuche, s'approcha du grillage, coupa le fil bas avec des pinces isolées. Malo se glissa à côté d'elle, silencieux comme un fantôme. Ils avancèrent à couvert, longeant les conteneurs. Une voix masculine éclata soudain, rauque avec un accent de l'Est. « Ramenez le chien noir. Le reste, j'en veux pas. » Vasco. Le son venait du bureau. 2 silhouettes à l'intérieur, une troisième qui fumait dehors. Amara se coula dans l'ombre d'un camion, observa les allées de ronde. 2 minutes de fenêtre. C'était tout. Elle fit signe à Malo. Il s'éloigna, contourna par la gauche. Une diversion, un aboiement, un fracas de bidon. Les gardes se tournèrent, distraits. Amara surgit du noir, attrapa le premier par la nuque, l'assomma contre la tôle. Le second n'eut pas le temps de crier, un coup de genou dans le ventre, puis le silence. Elle entra dans le bureau. Vasco leva les yeux. Grand, chauve, épaules carrées, il la reconnut tout de suite. « Ndiaye, je savais que tu viendrais. Alors tu savais aussi que je repartirais avec lui. Tu crois vraiment pouvoir gagner ici? Tu n'as plus de badge, plus d'unité, plus de règles. C'est pour ça que je vais gagner. » Ils se fixèrent, immobiles. Le temps s'étira. Le tic-tac d'une horloge fendit le silence. Puis Vasco tira. Le tir fendit l'air, sec, tranchant, animal. Mais Amara avait déjà bougé. Le réflexe, pur, instinctif. Son épaule heurta le sol, la balle effleura la vitre et éclata le néon au-dessus d'eux. La lumière mourut dans un grésillement bleu. Elle roula, attrapa le pied de Vasco d'un mouvement précis, le déséquilibra. Il tomba lourdement, mais pas longtemps. Il se redressa avec la souplesse d'un homme qui a déjà survécu à trop de combats. Ses yeux brillaient dans la pénombre, froids, calculés. « Tu n'es plus militaire, Ndiaye, » lança-t-il d'une voix rauque. « Tu n'as plus rien à perdre. Moi si. C'est pour ça que tu vas perdre. » Le bureau devint un ring. Il balança une chaise. Elle l'esquiva, la repoussa du pied. Coup de poing, parade, coude. Vasco bloqua. Il riposta, rapide, précis. Leurs corps claquaient dans le silence comme des battements de cœur amplifiés. Elle sentit son poignet se tordre, serra les dents, pivota, utilisa la force de l'impact pour ramener son coude vers son menton. Vasco recula, son nez saignant, un sourire tordu sur le visage. « Tu frappes toujours comme si tu voulais sauver quelqu'un. Je frappe pour rappeler que je peux. » Derrière eux, la radio grésilla. « Chef, le chien! Il s'est échappé !» Vasco se figea. Amara profita de l'ouverture. Coup de genou, coup de poing, impact dans la gorge. Il s'effondra, toussant, crachant du sang. « Où est le reste ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» ?»« Les autres chiens, ceux que tu n'as pas encore vendus. » Il éclata d'un rire nerveux. « Tu crois que c'est moi la tête? Je ne suis qu'un relais. Tu coupes un câble, 3 autres repoussent. Alors donne-moi le nom. Essaie de le deviner. Il y a une marque sur ton chien, non? Une cicatrice circulaire? Regarde bien,
C'est notre signature. Il vient de chez eux, pas de moi. Le mot eux resta suspendu dans l'air comme une menace. Amara comprit qu'elle n'avait pas affaire à un simple réseau de revendeurs. C'était organisé, structuré, presque militaire. Elle colla Vasco contre le mur, lui bloqua les bras. Si Malo a une marque, c'est toi qui la lui as faite. Non, c'est avant toi, bien avant. Il t'a été confié, pas donné. Tu ne sais même pas qui tu sers, hein? Le sol vibra. Des pas. Plusieurs. Malo surgit par la porte brisée, les poils hérissés, les crocs sortis. Derrière lui, 3 silhouettes armées, leurs lampes découpant la poussière. « Lâche ton arme !» cria l'un d'eux. « Vous êtes en retard !» répondit Amara. Elle éteignit la lumière. Noir complet. Silence. Respiration. Puis chaos. Les flashs de sa lampe stroboscopique lacéraient la nuit. Une succession d'images saccadées. Un visage, une ombre, une chute. Elle bougea entre eux comme une onde, invisible, précise. Chaque impact avait la froideur d'un verdict. Vasco tenta de ramper vers la sortie, mais Malo lui bloqua le passage. Grognement profond, menaçant. Quand la lumière revint, tout était fini. 3 hommes inconscients. Vasco à genoux, les mains liées. Amara debout, haletante, couverte de poussière et de sueur, le regard fixe. « Dis-moi où je trouve eux. »« Tu n'as pas idée, halta-t-il. Ces gens ne vendent pas des chiens. Ils vendent des souvenirs. » « Des quoi ?»« Des mémoires, Amara. Les chiens qu'on dresse avec des soldats, ils gardent des réflexes, des images. On les revend pour reconstruire des comportements. Ton Malo, c'est un prototype. » Elle sentit un vertige, une rage froide, viscérale. Tout son monde, leurs liens, leurs années de service, venaient d'être piétinés comme une expérience de laboratoire. « Tu mens. Regarde ton chien, » murmura Vasco. Quand il dort, il bouge la patte droite. 3 fois, toujours. C'est le signal d'un ordre qu'on ne t'a jamais appris. Amara resta figée. Oui, il le faisait. Toujours après un cauchemar. Mais elle refusa de croire. Tu crois que tu vas briser ce qu'on est, Vasco? Il n'appartient plus à personne. Ni à eux, ni à toi. Elle fit un pas en avant. Malo s'approcha à son tour. Le souffle d'Amara se calma. Puis elle parla doucement, presque tendrement. « Rappelle-toi, mon grand, qui t'a donné ton vrai nom ?» Le chien leva les yeux, tranquille, et posa sa tête sur sa jambe. Il se souvenait. Pas des ordres, pas des signaux. D'elle, un grondement au loin, des moteurs, renfort. Elle regarda Vasco. « Je n'ai plus de badge, mais j'ai encore des dettes à régler. Tu n'as pas le temps. » « Si, juste assez pour t'effacer. » Elle activa la balise collée sur le camion à l'entrée. Explosion sèche. Un flash blanc avala le fond du hangar. Amara saisit Malo, s'élança dans la ruelle arrière avant que les flammes ne lèchent le toit. Dehors, l'aube avait le goût du métal. Malo trottait à côté d'elle, trempé, haletant, libre. Amara sentit une brûlure à la tempe, le sang séché, souvenir d'une balle perdue. Mais elle sourit. Elle avait retrouvé son chien, et en même temps, perdu quelque chose de plus grand, la paix. Parce que maintenant, elle savait que derrière Vasco, il y avait un réseau. Et ce réseau savait son nom. Le ciel était gris acier, étouffant, comme si l'aube elle-même retenait son souffle. Amara n'avait pas dormi depuis 36 heures. Ses muscles hurlaient, mais son esprit tournait à plein régime. Chaque détail de la nuit précédente repassait en boucle. La voix de Vasco, la phrase qui ne la lâchait pas. « Ils vendent des souvenirs. »
Elle conduisait son vieux Caterpillar à travers la périphérie sud de Lyon, Malo assis droit sur la banquette arrière, le regard fixé sur la route. De temps en temps, il levait les oreilles, comme s'il sentait que le danger n'était pas terminé. Il avait raison. Un voyant rouge clignota sur le tableau de bord. Surveillance active. Elle jura à mi-voix, freina net et entra dans un vieux parking souterrain abandonné. À la lumière du néon tremblotant, elle ouvrit le capot. Un traceur, discret, coincé derrière le radiateur. Pas un modèle ordinaire, militaire. Quelqu'un l'avait placé sous suivi avant même l'enlèvement de Malo. Son cœur se serra. Il savait déjà tout. Elle roula jusqu'à un motel miteux à Vienne, paya en liquide, demanda une chambre. Au fond, sans Wi-Fi, le réceptionniste la regarda avec curiosité. « Vous êtes photographe ?» Quelque chose comme ça. Elle portait encore la veste tactique sous son manteau civil. Dans la chambre, elle installa une ligne de sécurité, 2 fils reliés à des canettes, un miroir pour surveiller l'entrée. Puis elle posa sur la table une boîte en fer contenant une clé USB scellée. Sur la clé, des extraits vidéo de la cage, des enregistrements audio du garage, le visage de Vasco, mais surtout, un détail qu'elle n'avait remarqué qu'en revoyant les images. Sur le mur du bureau, derrière lui, un logo, une spirale avec 3 points. Elle connaissait ce symbole. C'était celui d'un ancien programme secret de dressage comportemental. Projet Spira, suspendu depuis des années après un scandale. Manipulation mentale, chien utilisé comme arme psychologique. Et le responsable de ce programme, un certain docteur Leclerc, consultant privé depuis sa retraite. Amara s'adossa au mur. Tous emboîtés. Leclerc, Vasco, la filière des Sharks. Quelqu'un avait réactivé Spira dans l'ombre. 22h13. Une voiture s'arrêta devant le motel. Pas de bruit de moteur. Électrique. Amara s'éloigna de la fenêtre, prit le bâton télescopique. Une silhouette sortit. Un homme. Capuche. Démarche militaire. Pas un flic. Pas un voleur. Un nettoyeur. Elle attrapa Malo par le collier. « Garde !» Le chien grogna faiblement. Presque un souffle, mais ses yeux parlaient en pour lui. L'homme frappa à la porte, 2 coups espacés. Puis une voix. « Amaran Diaye, on sait que vous avez survécu. On veut discuter. » Elle ne répondit pas. Un cliquetis. Tentative d'ouverture. Elle bascula la table renversée, fit signe à Malo de se coucher derrière. Quand la poignée tourna, elle frappa la porte d'un coup de pied précis. Le panneau vola. L'homme entra à moitié et reçut la lame métallique du bâton dans la tempe. « On discute pas », souffla-t-elle. Mais il tenait bon, protégeant sa tête de l'avant-bras. Il était entraîné. Pas un amateur. Il répliqua d'un uppercut, qu'elle esquiva de justesse, sentant le vent lui frôler le menton. Le combat dura 15 secondes. 15 secondes de violence sèche, sans cri, sans chaos, juste la respiration coupée, les impacts, le bruit d'un meuble brisé. À la fin, l'homme était au sol. Amara posa un genou sur sa poitrine, retira son masque, un visage jeune, tatouage discret derrière l'oreille, la spirale. Spira. Elle fouilla sa veste, badge sans nom, téléphone crypté, seringue hypodermique. Elle lança la seringue par terre. « Vous envoyez des enfants maintenant ? Je ne suis pas ici pour vous tuer. Tu m'as tiré dessus. Je devais vérifier si vous étiez encore vous. » Le ton. Calme. Pas de peur. Pas de mensonge. « Explique, » ordonna-t-elle. Le programme Spira ne s'est jamais arrêté. On l'a déplacé.
On a commencé à tester les anciens binômes. Vous, Ndayai, et votre chien. Vous étiez le modèle parfait. Si vous aviez survécu, on devait confirmer la stabilité. Et Vasco, un sous-traitant. Vous deviez mourir dans l'opération du quai. On devait récupérer le chien. Amara se redressa lentement. Alors c'est toi le témoin que je cherchais. Vous ne comprenez pas. Ils savent que vous savez. Et toi, tu vas leur dire que je suis morte. Elle l'assomma d'un revers sec, puis sortit avec Malo par la porte arrière. Le parking était vide. La pluie tombait à nouveau. Mais elle savait que c'était fini. Sa couverture, sa vie tranquille, son anonymat. Elle remit le collier tactique autour du cou de Malo. Le chien leva les yeux vers elle. « On rentre pas à la maison », murmura-t-elle. « On va la faire exploser. » 3 heures plus tard, la maison d'Amara brûlait à la périphérie de Lyon. Les journaux parleraient d'un incendie accidentel. Les caméras capteraient une femme de dos, silhouette noire dans la lumière des flammes. Mais Amara n'était plus là. Elle roulait déjà vers le sud, direction Marseille, avec une seule pensée: retrouver le docteur Leclerc. Parce que si Spira voulait récupérer ce qu'il avait créé, alors elle allait leur rendre tout ce qu'il lui avait appris, sous une autre forme. Et cette fois, elle n'allait pas seulement sauver son chien, elle allait faire taire tout le programme. Le soleil de plomb de la côte ne pardonnait rien. Marseille déployait ses terrasses, ses odeurs de café brûlé et ses ruelles pleines de secrets. Amara descendit du train, le sac à dos lourd, Malo calme à ses pieds comme s'il savait exactement où ils allaient. Elle avait une carte mentale. Leclerc aimait les lieux propres, sans histoire, mais toujours entouré d'hommes au passé militaire. Les consultants qui savent comment garder leur saleté cachée. Elle n'était plus la femme qui répare des clôtures et soigne des bêtes. La nuit du motel avait grillé la seule vie qu'elle aurait pu sauver. Maintenant, c'était guerre. Pas de coups de théâtre mystique, du travail méthodique, de la ruse, des pièges humains. Premier contact, Zara, une ancienne démineuse devenue mécanicienne pour bateaux de pêche, une sœur d'armes rencontrée 20 ans plus tôt lors d'un chantier bénévole en banlieue. Zara l'accueillit dans son hangar, 2 mains noires de cambouis, un rire sec et une cigarette coincée au coin de la bouche. « T'as l'air d'une femme qui a décidé qu'on ne l'emmerdera plus », dit-elle en la serrant. « J'ai décidé que les types qui vendent des chiens comme marchandises allaient apprendre à ne pas respirer tranquille, » répondit Amara. « Plan simple. Repérer Leclerc, le coincer dans un lieu où il ne peut pas fuir, forcer une confrontation qui ne laissera aucune zone grise. » Zara fouilla dans une caisse et sortit un vieux Toki, des batteries, un petit drone basique. « J'ai bricolé ça pour toi. Pas de caméra connectée au cloud. Tout en local. Tu fais un saut, tu filmes, tu disparais. On ne laisse pas de traces. » « Parfait, » dit Amara. « J'ai besoin aussi d'un contact dans la ville. Quelqu'un qui sait où Leclerc a l'habitude de se montrer sans se croire suivi. » Zara appela Malik, un ex-mercenaire qui tenait maintenant un club de boxe illégal près du Vieux-Port. Malik connaissait la ville et ses hommes. Il savait reconnaître un tatouage, un patron, une voiture louée par un homme qui se croit au-dessus des lois. Le soir même, ils avaient un schéma. Leclerc devait participer à une soirée privée dans un hôtel de standing discret. Morceaux d'ego, petits contrats, clients qui aiment écouter des plans sans se salir les mains.
C'était l'endroit parfait pour le prendre entre deux vérités, ni rue, ni bunker, un espace où Leclerc se sentait intouchable. Amara passa la journée à préparer le terrain. Elle ne cherchait pas la violence gratuite. Elle voulait une exposition totale, une humiliation irréfutable. Mise en scène légale, preuves filmées, témoins. Son héritage n'était pas un trophée, c'était une responsabilité. Elle irait chercher la tête. La nuit tomba. Le drone de Zara planait au-dessus du toit de l'hôtel, ses caméras enfouies dans un réflecteur factice. Amara entra sous une fausse identité, tenue simple, regard bas. Elle avait appris à parler la langue des domestiques des lieux huppés, courtoisie, silence, invisibilité. La salle privée sentait le parfum cher et les faux rires. Hommes en costume, femmes en robe, verres de vin comme trophée. Leclerc était là, petit, propre, visage dur, les mains sans tache. L'homme qui sait acheter la vertu des autres sans se salir les doigts. À côté de lui, des dessins, des cartes, des plans de site. Il parlait d'achat, de pression, de nettoyage administratif. Sa voix était douce comme le venin. Amara attendit le moment. Elle repéra la garde du corps principal. 2 costards, un regard de soldat. Son cœur battait, mais sa main était froide. Quand Leclerc sortit sur la terrasse pour un coup de cigarette, Amara suivit. Elle n'y allait pas pour l'agresser seule. Malik et Zara avaient des positions. Malik, discret, camouflé parmi les serveurs, prêt à intervenir si la situation dérapait. Zara, prête à couper l'électricité si nécessaire, plongeant la salle dans l'obscurité pour que la caméra du drone prenne la lumière sur ce qui compte, paroles et visages. Amara prit une profonde inspiration et parla simplement, haut assez pour que Leclerc l'entende, mais pas pour alerter toute la terrasse. Docteur Leclerc, je crois que vous avez des comptes à rendre. Leclerc eut un sourire poli, coupé par l'irritation. Madame, vous faites erreur. Il se leva. Non, vous avez des barils, des pompes, et vous avez acheté des gens. J'ai des vidéos, j'ai des témoins. La conversation fit basculer l'air. Les serveurs s'arrêtèrent. Le regard de Leclerc tapa la terrasse comme un coup. Les costards se dressèrent. C'est là que Zara fit son coup. Un bref mouvement dans la salle, un interrupteur, l'obscurité, la panique. Au même instant, Malik fit tomber un plateau, un bruit fort, des murmures. Le drone se rapprocha, sa petite caméra captant la scène depuis le toit, envoyant le flux localement vers une clé que Zara avait cachée sur elle. La tactique n'était pas de frapper, c'était de dévoiler. Malik, voix forte, garda la foule en haleine. « Messieurs, on a quelqu'un qui veut parler. Vous allez l'écouter. » Leclerc tenta d'ignorer, de reprendre son masque social. Mais Amara n'attendit pas sa permission. Elle dégaina l'enregistrement qu'elle avait monté. Voix de Vasco, rire, accord. Les mêmes propos captés au motel, mis en ordre, avec date, lieu, nom. Elle appuya sur play, la terrasse s'emplissait des voix volées, des hommes qui parlaient de ramasser des chiens, de revendre des souvenirs, de comptes à régler. Le regard de Leclerc vira au blanc. Il balbutia, chercha un avocat, un complice. Mais la clé était simple. Le flux allait sur 3 téléphones. Un journaliste ami de Zara, un service d'inspection environnementale prévenu par Malik, et la police locale, par une ligne directe qu'ils avaient préparée. Tout allait sortir en direct. Le silence tomba comme une chape. Les verres tremblaient dans les mains des invités. Les serviettes se froissaient.
Pour la première fois, Leclerc ne pouvait plus corriger la version. Ces mots étaient là, captés, incriminants. Il tenta de fuir. Deux costards se jetèrent sur Amara. Elle bougea comme une ombre. Deux coups secs, une clé anglaise improvisée, et les hommes tombèrent à la renverse, plus humiliés que blessés. L'arrogance des puissants se brisa en gestes maladroits. La sirène ne tarda pas. Quelqu'un avait alerté les autorités. Dans la confusion, Leclerc s'enfuit, mais pas avant qu'Amara ne s'approche, le visage à quelques centimètres du sien. « Tu voulais vendre des vies », souffla-t-elle. « Maintenant, tout le monde va voir, et toi tu vas payer. » Elle n'avait pas besoin de le frapper. Le regard qui répondit était suffisant. Cette peur que l'argent ne rachète pas tout. Pendant que les uniformes arrivaient, les caméras capturaient, les téléphones enregistraient. Les preuves étaient sorties. La façade se fissurait. Amara resta calme. Elle avait accompli la première partie du plan. Exposée. Pas de mise en scène hollywoodienne, juste une mise à nu. Mais au fond, elle savait que Leclerc n'était pas seul. Il disparaîtrait et réapparaîtrait ailleurs, entouré d'hommes froids. La vraie guerre commençait maintenant. La guerre pour effacer Spira, pour détruire la chaîne qui faisait des chiens des produits. Malo posa la tête sur ses genoux. Il avait compris. Ils avaient lancé la première pierre. Elle sourit pour la première fois depuis longtemps, un sourire sans joie, mais précis. « On a commencé, » murmura-t-elle. « On ne finit pas tant que tout le monde n'est pas au courant. » La une du journal local ne laissa aucun doute. Enquête choc. Enregistrement compromettant relance l'affaire Moreau. Les réseaux sociaux explosaient. Les commentaires allaient du soutien indigné aux menaces masquées par l'ironie. Amara regarda son téléphone comme si c'était un animal sauvage, beau, dangereux, imprévisible. Elle posa Malo sur ses genoux. Le chien posa la tête et ferma les yeux, comme pour dire « On continue ». La victoire publique avait été fulgurante, mais la vraie guerre n'était pas dans les titres. C'était dans les silences derrière les rideaux, dans les tours de conférence où l'on parle d'indemnité, dans les comptes offshore et dans les assurances-vie. Silas Moreau n'était pas un homme qui se laissait abattre. Il était un système. Et un système, on ne le détruit pas d'un coup. On le démantèle morceau par morceau. Samuel prit le relais côté juridique. Depuis Calgary, il coordonnait des demandes d'urgence, saisies préliminaires, injonctions, demandes d'accès aux documents. Ces messages étaient courts, tendus, efficaces. « On ne les laisse pas respirer », écrivait-il. Zara et Malik s'occupèrent du terrain. Ils avaient transformé le hangar en QG. Cartes, fichiers, clés USB, batteries et une bonne vieille radio qui n'était reliée à personne. Tous les flux sensibles restèrent locaux. Pas d'erreur technique, pas de connectivité qui fuit. Mais Moreau n'attendit pas. La nuit où la plainte publique monta en puissance, un groupe de types en noir tenta d'entrer dans le hangar. Ils se croyaient rapides, discrets et bien payés. Ils eurent tort. Amara n'était pas née pour la guerre, mais elle avait appris à survivre. Son enfance sur les terres, ses mains calleuses, l'intimité avec Titan, tout cela lui avait donné une logique du corps, une connaissance des trajectoires, du poids, de la manière dont un objet se plie et se rompt. Elle aimait dire que son corps savait avant sa tête. Ce soir-là, son corps parla. La porte grinça. Un filet de lumière s'insinua. Malik, à moitié caché derrière une pile de pneus, fit un signe. Zara coupa l'électricité comme prévu
et la pièce se retrouva plongée dans une obscurité épaisse, seulement trouée par la lueur rouge du tableau de bord d'un vieux camion. Les intrus ne s'attendaient pas à une résistance organisée, ils pensaient à la facilité de l'argent. Les premiers pas furent des ombres, un sifflement, une voix rauque, l'odeur de l'adrénaline. Amara appuya sa paume sur le canon d'un vieux revolver factice, fixé dans une vitrine, pas pour tirer, mais pour la mise en scène. Un signal aux complices. Elle se déplaça comme un chat, silencieuse, concentrée. Son cœur battait fort mais précis, rythme d'une femme qui ne veut pas se laisser surprendre. Le premier contact fut brutal. Un type s'élança, lame en main. Erreur. Amara le prit au torse avec la puissance d'une bascule, utilisant sa jambe pour le déséquilibrer. Une clé anglaise, un coup sec au genou, l'homme hurla. Pas de sang gratuit, pas de vengeance futile. C'était de la neutralisation. Malik et Zara intervenaient en synchronie, gestes simples, efficaces, appris dans des moments où l'on n'a ni choix ni recours. Malo bondit, protégeant Amara, mordant la cheville d'un agresseur qui tenta de passer par derrière. Le chien était plus qu'un compagnon. Il était une sentinelle formée par la menace. Les types reculèrent, désorientés. Ils ne s'attendaient pas à trouver un réseau humain organisé, des pièges non létaux, des barrières improvisées. Les agresseurs se retrouvaient dans une chambre d'écho. Leurs cris ne servaient à rien. Un des hommes, plus jeune, trop tendu, trébucha sur une caisse et resta coincé. Malik l'éteignit d'un geste, point net, comme pour l'assommer sans le tuer. Ils le menèrent au centre du hangar, l'attachèrent sommairement. Amara le regarda, pas avec haine, mais avec la précision d'une chirurgienne. « Qui vous a payé ?» demanda-t-elle, sa voix froide. « J'ai reçu de l'argent, chuchota-t-il. On m'a dit d'aller faire le sale boulot. On m'a remis une enveloppe. »« Qui ?»« Non, pas un nom, une boîte, un compte étranger, un numéro. On m'a dit que j'aurais plus. Je voulais juste... J'ai une mère. Pitié. » Il parla. La vérité sortit en morceaux, maladroite mais vraie. L'argent venait d'un sous-traitant légalement enregistré, et pourtant opaque, une série de sociétés écrans liées à des comptes en Europe et à un trust dont la finalité était floue. Moreau n'était pas directement sur les flux visibles. Il avait des leviers plus bas, des intermédiaires propres. C'était pire, ça signifiait que le combat ne serait pas simplement local. Il y avait des ramifications financières qui traversèrent des frontières. Samuel, au téléphone, demanda qu'on conserve le jeune homme. Il pourrait être témoin utile. « On le protège », ordonna-t-il, et commençait à fouiller les papiers qu'ils avaient à un sur eux, chercher des tampons, des numéros, des adresses, tout. La nuit suivante, la riposte médiatique de Moreau commença, articles payés, faux témoignages, insinuations sur le passé d'Amara. Ils jouèrent la carte classique, discréditer le témoin, noyer la vérité dans le bruit. Mais la preuve physique, la pompe filmée, les barils, les enregistrements restaient tangibles. Le narratif de Moreau se fissurait sous le poids des faits. Malgré tout, la tension monta. Ils eurent droit à une visite au petit matin. Une voiture sans immatriculation stationna près du hangar. 2 silhouettes observèrent de loin, puis partirent. La menace était claire. On ne les laisserait pas faire sans répliquer. Amara regarda le paysage, le soleil levant peignant les toits de Marseille d'un jaune cru. Une colère froide coulait dans ses veines. Ce n'était plus seulement sa terre ou ses bêtes, c'était la dignité de ceux qu'on traitait comme objets.
Ils vont intensifier, murmura Zara. Qu'ils essaient, répondit Amara. On tient, on fait mieux que tenir, on expose. Elle se permit un rire court, sauvage. La peur existait, bien sûr, mais sous elle, une force plus solide, la conscience qu'elle n'était jamais seule. Le jeune homme capturé avait été un maillon, il en restait d'autres. Et derrière eux, des gens qui ne vendraient pas leur terre, leurs chiens, leur vie. La partie venait de monter d'un cran. Le vrai test serait d'attaquer les sources financières, d'atteindre ces boîtes propres en apparence mais glauques en fond. Samuel planifiait déjà la prochaine étape. Demandes judiciaires internationales, coordination avec des journalistes d'investigation et l'implacable stratégie qu'il appelait No Man's Land, frapper partout à la fois pour que le système ne puisse plus respirer. Amara caressa la tête de Malo, sentant son souffle chaud. Son ventre était tendu, mais son esprit était clair. La bataille n'était plus seulement sur Terre. Elle se menait dans des bureaux, des banques et dans les consciences. Un message arriva sur le téléphone de Zara, anonyme, sans signature. Une photo. Une vieille photo jaunie d'un homme, un visage à peine reconnaissable, et cette phrase griffonnée. Tu crois que le feu dort? Le hangar se tue. Aucun d'eux ne sourit. Le feu ne dort jamais vraiment. Il attend. Et maintenant qu'on l'avait réveillé, il promettait de tout consumer ou de tout purifier. La machine médiatique avait pris de l'ampleur. Chaque nouveau document produit par Samuel se transformait en une rafale de publications, de threads viraux, de vidéos montées en boucle. Mais la bataille la plus rude se déroulait encore à huis clos, dans les couloirs feutrés des tribunaux, dans les salles d'audience où l'air sentait le cuir et le café tiède, et dans les bureaux anonymes des banquiers qui n'avaient jamais levé la tête quand on leur posait des questions inconfortables. Amara le savait. Gagner l'opinion publique, c'était bien. Gagner la loi, c'était mieux. Le procès préliminaire fut une scène digne d'un vrai film. Des huées contenues dehors, des journalistes compressés derrière des barrières, des résumés en direct sur toutes les plateformes. Amara entra dans la salle avec la même assurance calme qu'elle avait quand elle menait Titan à l'abreuvoir. Sa barbe, non, sa peau était immuable. Les gens chuchotaient, certains la regardaient comme s'ils l'avaient redécouverte. D'autres encore, intimidés, détournèrent le regard. Elle sentait la pression, mais elle gardait la respiration mesurée, presque militaire. Samuel fit son entrée à la barre tel un boxeur prêt à frapper, méthodique, précis, ne laissant rien au hasard. Il déploya les 25 ans d'analyse d'eau du père d'Amara comme une banderole indélébile. Il exhiba photos, vidéos, relevés, factures, timbres, enchaînant chaque preuve sur la suivante avec la logique d'un engrenage. Les avocats de Moreau ripostèrent en surnageant. Attaque ad hominem, insinuation, dossiers qui sentèrent la manipulation. Ils plantèrent des graines d'incertitude, mais chaque fois qu'ils essayaient, les données historiques jaillissaient, nettes comme des éclats. Logs, dates, analyses, tout corroborait la version de Clara. Pendant ce temps, sur le terrain, le ressentiment de Moreau se manifestait autrement. Pression sur les fournisseurs, appels anonymes aux voisins, contre-offres encore plus musclées. On vit des panneaux surgir du jour au lendemain chez d'anciens alliés, des publicités sponsorisées vantant la générosité de Moreau pour l'emploi local. La rumeur devint un flot, mais la preuve restait. Une nuit,
l'escalade prit une forme plus basse et plus vénéneuse. La grange de Thomas fut incendiée. Pas un feu massif, un départ de braise ciblé, savamment placé vers le tas de ballots de paille. Les pompiers arrivèrent à temps pour limiter les dégâts, mais le message était clair. On pouvait frapper le proche d'Amara et laisser une peur lente se propager. Cela provoqua une réaction en chaîne. Certains voisins reculèrent, d'autres se présentèrent avec des pioches et des seaux, déterminés à ne pas laisser la peur dicter leur vie. Amara resta stoïque en public. La colère la traversait à l'intérieur comme un moteur. Elle savait que Moreau pouvait s'attaquer au matériel, aux biens, aux hommes, mais il ne pouvait pas encore tuer la vérité. Ce qu'il put tenter, il le tenta. Courtroom Raids of Paperwork, dénigrement ciblé, demande d'enquête contre Samuel. Mais chaque attaque révélait l'existence d'un autre pan de l'iceberg. Puis vint le coup qui changea tout. Un email anonyme, envoyé à Samuel, avec un lot de pièces jointes massives. Des scans de contrats, des factures, des emails internes, des bordereaux bancaires. Tout relié par un fil rouge. Une taupe, un employé consciencieux qui n'en pouvait plus. Peu importe. Les documents montrèrent des virements, des comptes, des sociétés écrans utilisées pour acheminer des fonds vers des missions spéciales. En clair, des paiements pour des opérations de déstabilisation. L'ombre d'un réseau légal mais criminel apparaissait, plus vaste que prévu. Samuel ne perdit pas une seconde. Il mit en branle une équipe pour forensiquement valider les fichiers. Métadonnées, horodatage, correspondance. Les preuves tenaient. Elles dessinaient une cartographie des complicités et des flux. Samuel sourit, un vrai sourire de victoire froide. Il savait désormais où frapper, là où ça ferait saigner le portefeuille et la réputation. Moreau réagit comme un monstre blessé, procès en diffamation, intenté contre le journal qui avait publié la première enquête, menaces légales, tentative d'intimidation des auteurs. Il utilisa ses relations politiques. Un député appuya un amendement visant à freiner les dénonciations anonymes. Mais les réseaux sociaux avaient pris racine et l'indignation ne retomba pas. Le public n'était plus prêt à croire à l'homme d'affaires rachitique. Il voyait les preuves. Les followers d'Amara se multipliaient, des collectes de fonds locales surgirent et des bénévoles affluèrent pour reconstruire la grange de Thomas. La communauté se reforma, cette fois plus solide, plus consciente de sa force. Au milieu de tout cela, Amara prit une décision audacieuse. Elle accepta une interview télévisée à haut risque. Pas la petite chaîne locale, non. Une grande exposition nationale. Elle voulait que les yeux de la province voient ses preuves humaines. Le visage de son père, les tests d'eau, Titan qui regardait la caméra comme s'il comprenait. L'interview fut tendue, sans concession. Les animosités se transformèrent en silence respectueux. Amara parla de terre, de mémoire, de loyauté. Elle parla aussi de justice et de l'idée que la loi pouvait être un outil pour protéger, pas pour écraser. La semaine suivante, un grand quotidien financier publia un dossier d'investigation basé sur les fichiers anonymes. Titre percutant, infographie, fait à fait. Les révélations furent lourdes, comptes en Suisse, prêts fictifs, rachat de terres par sociétés écrans. La bourse réagit. Les investisseurs commencèrent à poser des questions. Les créanciers se montrèrent nerveux. Les tours de papier qui soutenaient le Moreau vacillèrent. Mais la vraie surprise vint d'un lieu inattendu. Un cadre intermédiaire de Moreau, fatigué des mensonges,
prit contact. Il proposa une entrevue sous condition d'anonymat, apportant des éléments matériels supplémentaires, courrier, photos, des confirmations de réunions secrètes. Sa voix tremblante disait qu'il ne voulait plus être complice d'une machine qui détruisait des vies. Sa défection fut un séisme. Un autre pan de façade tombait. La nuit où le cadre accepta un rendez-vous avec Samuel, la tension monta à son comble. Ils se rencontrèrent dans un café discret. Les enregistrements furent faits, les vérifications validées. Samuel savait que cette pièce allait rendre la structure de Moreau fragile comme du verre. Il prépara la diffusion. Timing parfait, coordination judiciaire et une stratégie média qui ne laissait aucune échappatoire. Dans les jours qui suivirent, les chaînes de télévision, une à une, diffusèrent les nouvelles preuves. Les procureurs ouvrirent des enquêtes. La pression financière devint insoutenable. Moreau fit face à une cascade. Contrats annulés, conseils d'administration inquiets, appels désespérés pour calmer les marchés. Le trône de verre s'effritait. Pourtant, la lutte n'était pas finie. Moreau n'était pas l'homme qui tombait sans frapper en retour. Il planifiait une dernière manœuvre. Discréditer Samuel avec un dossier monté de toutes pièces et lancer une procédure parallèle pour vider Amelia de sa crédibilité. C'était l'ultime roulette. Frapper la petite équipe au cœur pour qu'elle se disperse. Amara, consciente du danger, ne flancha pas. Elle sut que le moment allait venir où il faudrait transformer la victoire institutionnelle en victoire durable. Elle regarda Titan et sentit son regard lourd comme un serment. Elle pensa à son père, à la terre et à la promesse de ne jamais céder. La dernière scène de la semaine fut un moment de cinéma, des fourgons de police arrivant au siège de Moreau pour saisir des documents. Des reporters collés aux roues, Samuel dans l'œil du cyclone, presque extatique, et Amara, debout au milieu de son enclos, regardant les prairies comme si elle appelait au calme après la tempête. Mais une photo anonyme, tombée sur le téléphone de Zara ce soir-là, montra une silhouette familière dans une rue de Montréal. Le visage était flou, mais la démarche, la posture, il y avait quelque chose d'intenable. Moreau n'était pas prêt à disparaître. Le feu pouvait être contenu, mais ne dormirait jamais vraiment. Et tandis que tout semblait pencher vers la fin d'un empire, un nouveau fil apparut. Un document encore plus sensible, une piste cachée dans les flux financiers vers un compte que personne jusque-là n'osait nommer. Samuel murmura à Amara par téléphone. « Si on prend ce compte, on le tue. Mais pour l'atteindre, on doit aller plus loin que les tribunaux. On doit exposer, on doit connecter, on doit frapper simultanément sur 3 continents. Es-tu prête ?» Amara respira profondément. À l'horizon, Titan leva la tête. L'heure de la grande offensive se rapprochait. Le plan qu'ils avaient imaginé était une horloge à plusieurs aiguilles, bien huilée, imprévisible et terriblement audacieuse. Samuel avait passé les nuits à coincer les pièces du puzzle. Amara, elle, avait affûté sa patience comme on aiguise une lame. Ils allaient frapper au cœur du système, ce compte secret, ce tuyau d'argent qui alimentait les opérations invisibles de Moreau. Mais pour atteindre ce cœur, il fallait d'abord isoler la bête, couper ses ailes publiques, l'empêcher de se réfugier dans les zones grises de la finance internationale. La première étape fut d'inviter l'opinion publique à faire ce que les tribunaux mettraient des mois à faire. Regarder, comprendre, condamner. Samuel rédigea une lettre ouverte aux autorités financières,
accompagné d'un dossier public synthétique, des graphiques, des courriels, des transferts. Il savait que la transparence serait un pilier. Puis vint la deuxième étape, frapper simultanément sur deux fronts, légal et médiatique, pour ne laisser à Moreau aucune marge de manœuvre. Ils n'avaient pas besoin d'un spectacle grandiloquent. Ils avaient besoin d'efficience, une opération chirurgicale. Samuel contacta un consortium de journalistes d'investigation disposés à travailler anonymement avec lui. En parallèle, des avocats spécialisés en droit international commencèrent à préparer les demandes d'entraide qui permettraient d'ouvrir des comptes bloqués dans des paradis fiscaux. C'était coûteux et risqué, mais l'argent récolté via les dons et la solidarité locale permit de financer l'essentiel. Amara, qui avait toujours vécu dehors, trouva la mécanique froide des vannes bancaires presque plus étrange que la violence physique. Pourtant, comprendre ces flux devint pour elle une arme. La pression monta d'un cran. Moreau sentit que la chasse se resserrait. Il multiplia les communications de crise, fit appel aux meilleurs spin doctors et menaça d'attaquer tous ceux qui osaient le défier. Les menaces, les intimidations et les poursuites contre des journalistes se succédèrent, mais chaque attaque révélait une nouvelle fuite, comme si plus il fermait la bouche à certains, plus d'autres décidaient de parler. Une nuit, alors qu'une pluie fine transformait le ranch en un miroir humide, Amara reçut un texto cryptique. On a la clé. Demain, 10 heures, prépare-toi. Aucun nom, aucune signature. Son cœur se serra d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pas de peur paralysante, plutôt l'adrénaline d'une lionne qui sent l'odeur du troupeau à défendre. Elle dormit rarement, mangea encore moins, passa ses journées à faire des allers-retours entre le bureau de Samuel et la ferme, vérifiant que tout était en ordre, parlant aux voisins, rassurant Thomas. La communauté était maintenant un bouclier et un relais d'information. Le jour J arriva sans fanfare. Samuel et son équipe déposèrent une requête auprès d'une juridiction étrangère, soutenue par une preuve fournie par les journalistes et corroborée par les documents internes fournis par le cadre déserteur. En parallèle, l'équipe média prépara une publication massive, prête à sortir dès que les premières saisies seraient faites. Le timing devait être parfait. Une annonce institutionnelle suivie d'une inondation médiatique pour que Moreau ne puisse plus masquer, nier ou racheter le silence. Et puis il y eut la percée inattendue. Une banque correspondante, fatiguée de jouer les tampons, coopéra. Sous pression, elle activa un mécanisme d'alerte interne et un petit onglet rouge clignota dans un bureau anonyme à l'autre bout du monde. Les virements furent gelés, les comptes suspects mis sous surveillance. Le filet se refermait. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Les marchés sifflèrent, les prêteurs reculèrent, les investisseurs demandèrent des comptes. Les premières perquisitions eurent lieu dans les sièges des sociétés écrans. Des documents furent saisis, des preuves tangibles apparurent. La façade se fissurait. C'est dans ce vertige de triomphe précaire qu'arriva la réplique de Moreau. Brutale, basse, personnelle. Il embaucha des cabinets de détectives pour fouiller les vies de Samuel et d'Amara, glanant tout ce qui pouvait nourrir une campagne de discrédit. Des photos sorties de leur contexte furent diffusées. Des rumeurs malveillantes, fabriquées en série, polluèrent les fils d'infos. Certaines chaînes achetées se mirent à murmurer des doutes.
Le but était de détourner l'attention, de noyer la vérité dans une mer de bruit. Amara sentit la morsure. Il n'attaquait pas seulement sa cause, il tentait d'échafauder une narration qui la rendrait suspecte. Ils cherchèrent des inconséquences, des erreurs, des moments de sa vie qu'on pouvait tordre. Mais la stratégie de Moreau oubliait une chose essentielle. Amara n'était pas une statue sculptée pour l'admiration. Elle était vivante, rugueuse et imparfaite. Son humanité devint une force. Les clips où elle riait avec Thomas, où elle montrait ses mains abîmées, où elle racontait les leçons de son père furent partagés massivement. Les gens sentirent l'authenticité, et l'authenticité les atteignit. Entre les rafales d'attaques verbales, une scène calme mais cruciale se joua. Une série d'audits environnementaux commandés par des organismes indépendants confirma la présence des barils, des détournements et la malhonnêteté dans les rapports de Moreau. On retrouvait des motifs récurrents: coups de pression, falsification, omission volontaire. Les rapports furent implacables. Un par un, les soutiens de Moreau prirent leur distance. Pourtant, la victoire n'était pas encore absolue. Moreau, dans son bureau vitré, prépara un dernier mouvement. Il savait que la dernière carte restait la plus dangereuse: déclencher un procès en diffamation contre Samuel et promettre de l'écraser financièrement. Si Samuel tombait, tout l'édifice s'effondrerait. Il soumit des dossiers, mobilisa des témoins pénibles et plaça l'affaire sur le calendrier judiciaire. L'enjeu devenait personnel. Sauver Samuel, c'était sauver tout ce qu'ils avaient bâti. Amara sentit l'épreuve qui venait. Elle passa une nuit blanche à arpenter les champs, à parler à Titan à mi-voix. Elle pensa à son père, à la terre, à la loyauté qu'il avait portée. Dans le brouillard du matin, elle prit une décision. Elle ne se cacherait pas. Elle irait au tribunal avec Samuel, ferait face, témoignerait. Elle savait que montrer son visage, raconter sa vérité devant un juge, exposer son humanité, pouvait être la clé pour convaincre plus qu'1 million de postes. Le jour du procès pour diffamation, la salle d'audience fut pleine comme un œuf. Les caméras ajoutèrent des longues lignes de lumière. Samuel, calme mais tendu, posa les documents sur la table. Amara entra, sentant le regard du public peser comme une mer de verdict. Elle parla, pas en longs discours lyriques, mais en mots simples, directs, coupants. Elle parla de la terre, du travail, des nuits blanches, des analyses d'eau. Elle parla de la peur et de la colère, mais surtout de la raison pour laquelle elle avait choisi de se battre au lieu de partir. Son témoignage eut cet effet étrange. Il arrêta la machine médiatique un instant, comme si la vérité, simple et nue, obligeait l'audience à respirer. Après des heures de témoignages croisés, d'objections et de répliques, le juge fit une pause. Samuel avait préparé ses contre-attaques. Les avocats de Moreau semblaient moins sûrs d'eux. Et pourtant, dans l'esprit d'Amara, une alarme persistante sonnait. La partie la plus dangereuse de la bataille n'était plus sur les comptes ou les procès. Elle était dans le retour en arrière, dans l'effet boomerang des secrets qui restaient à découvrir. En fin de journée, alors que la pluie recommençait à tomber et que les projecteurs se fermaient, Samuel reçut un appel. Sa voix devint grave, presque sourde. Il raccrocha, prit la main d'Amara et murmura: « Ils ont trouvé quelque chose d'autre. C'est plus grand, plus dangereux. Il faut qu'on prépare la suite. » Amara sentit la mâchoire se crisper. Le souffle d'un nouveau combat approchait.
plus vaste, peut-être international. Le soir, seule dans la cuisine, elle ouvrit un tiroir et trouva une petite photo jaunie. Son père, jeune, la terre derrière lui, un sourire fatigué mais fier. Elle se la colla au cœur comme une armure silencieuse. Demain, ils iront plus loin. Demain, ils frapperaient la bête au ventre. Mais quelque part, à des centaines de kilomètres, une silhouette dans une voiture alluma une cigarette, regarda le volant et dit dans le noir, « Ils pensent nous avoir. Ils ne savent pas ce qu'on a encore planqué. » La fumée se leva, et avec elle, l'ombre d'une menace qui refusait de mourir. La journée qui suivit eut une tension d'orage contenue. Samuel passait d'un appel à l'autre, jonglant entre les avocats, les journalistes, les soutiens politiques, qui tentaient de comprendre ce que signifiait ce plus grand danger. Amara, elle, restait au ranch, l'esprit fixé sur les gestes concrets. Nourrir Titan, réparer la clôture, vérifier les caméras. Les choses ordinaires qui lui donnaient l'impression de garder le contrôle sur un monde devenu trop grand. À midi, un 4x4 inconnu s'arrêta au bout du chemin. Elle posa la main sur la crosse de son pistolet avant même que le moteur ne s'éteigne. Deux silhouettes descendirent, mains visibles. Un homme maigre en veste claire, une femme plus jeune, lunettes fumées. L'homme parla d'une voix posée. « Madame Cissé, on vient pour parler d'un dossier que vous avez ouvert. » Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux fouillaient la poussière sous leurs semelles. Pas d'empreinte militaire, pas de posture de mercenaire. Mais il y avait dans leur maintien quelque chose de trop calme pour être innocent. « Qui vous envoie ?» demanda-t-elle. « Un cabinet d'audit international. Nous avons croisé votre nom en vérifiant les transferts liés à Moreau. Vous devez voir ceci. » Il sortit un dossier cartonné. À l'intérieur, des copies de contrats signés par des filiales inconnues de Moreau. Mais le plus surprenant était un logo familier, le même que sur les vieux papiers du père d'Amara. Un frisson lui traversa l'échine. Ces documents liaient non seulement Moreau, mais aussi l'entreprise d'État qui avait acheté les premiers hectares du ranch 30 ans plus tôt. Le mal remontait à la source. Son père avait signé sans comprendre la portée des clauses, croyant vendre une part de terrain et non des droits d'exploitation souterraine. Moreau n'avait été qu'un maillon dans une chaîne beaucoup plus ancienne. La colère d'Amara se mua en lucidité glaciale. Ils n'avaient pas seulement volé des terres, ils avaient acheté la mémoire d'une région. Samuel confirma quelques heures plus tard. On a mis le doigt sur une structure de financement d'État. Moreau servait de paravent. C'est pour ça que tout est resté impuni aussi longtemps. C'était une découverte explosive, trop grande pour rester dans le cadre d'un simple procès. Il devait préparer une opération de publication coordonnée, un genre de dump massif de données, mais encadré légalement pour éviter la censure. Amara écoutait, impassible, pendant que Samuel décrivait le plan. Puis elle lâcha doucement. « Si on sort ça, ils viendront. Pas pour effacer des fichiers, pour effacer des gens. » Samuel resta muet une seconde, puis acquiesça. Le soir, le ranch se transforma en forteresse. Zara et Malik revinrent, installèrent des projecteurs, réparèrent le vieux système d'alarme. Titan tournait autour, nerveux. Le vent apportait une odeur de métal et de pluie. Vers minuit, une alerte retentit sur l'écran de Malik. Intrusion sur la caméra de l'entrée nord. Une voiture approchait, phares éteints. Amara prit son fusil. Son corps réagit avant sa tête.
Tout son être retrouva le rythme de la soldate qu'elle avait été. Les autres se mirent en position. La tension vibrait dans chaque planche du plancher. La voiture s'arrêta à 50 mètres. 3 silhouettes sortirent, un silence absolu. Puis une voix grave lança: On ne vient pas pour se battre, on veut parler. Le faisceau de la lampe révéla le visage du cadre déserteur, l'ancien employé de Moreau. Il était blessé, l'œil tuméfié, le souffle court. Ils savent de que vous avez trouvé la racine, dit-il. Ils viennent nettoyer. Pas demain. Maintenant. Ces mots s'éteignirent dans un bruit sourd, un sifflement, puis un impact sur la tôle du 4x4. Un tir. Un seul, précis. Malik poussa l'homme à couvert. Les phares s'allumèrent soudain, aveuglants. Des motos surgirent du fossé. « Contact !» cria Zara. Amara se jeta à plat ventre, roula derrière un muret, épaula son arme. Le premier motard prit une rafale sèche dans la roue avant, dérapa et s'écrasa. Les autres ripostèrent, balles traçantes fendant la nuit. Titan aboya, un son grave, presque humain. Les secondes se transformèrent en éternité. Amara calcula chaque tir, chaque souffle. La peur n'existait plus. Seulement l'adrénaline pure, cette zone où tout devient clair. Elle se déplaçait comme une ombre, utilisant le terrain qu'elle connaissait par cœur. Une rafale ricocha près du puits. Elle répondit par 2 tirs, précis, silencieux. Un moteur toussa, un cri étranglé. Zara lança une grenade flash improvisée. Lumière blanche, dissonance totale. Dans le chaos, Amara traversa la cour, agrippa Malik par le bras et cria « À la cave !» Ils tirèrent le cadre blessé à l'intérieur. Les murs tremblaient, les fenêtres éclataient sous les balles. C'était une attaque organisée, pas un avertissement. Amara saisit la radio. « Samuel ? Oui ? Ils sont là. On tient, mais pas longtemps. Tiens 30 minutes. Les forces locales arrivent. 30 minutes. Une éternité. » Elle regarda Titan, puis ses amis. Ses yeux disaient « Personne ne passera ». Le prochain assaut arriva en masse. 5 hommes, armes automatiques, progressaient en formation. Amara inspira, cala la crosse contre son épaule et attendit que le premier franchisse le faisceau du projecteur. Le tir partit, sec, propre, puis un autre et encore un. Le 4e tomba, le 5e lâcha son arme et s'enfuit dans la nuit. Le silence revint, haché par le bruit des pneus crevés et le souffle court d'Amara. Son cœur battait dans ses tempes, mais son regard restait fixe. « C'est fini ?» murmura Zara. « Non, dit Amara, ce n'est jamais fini. » Elle savait que ce n'était pas juste une escarmouche. C'était le premier coup de la contre-attaque d'un système blessé. Et au milieu de la poussière et du sang, Titan posa sa tête sur ses genoux, haletant. Amara caressa son crâne, les doigts tremblants. Elle ne pleurait pas. Elle souriait, un sourire rare, froid, presque prophétique. Parce qu'au fond d'elle, elle savait, ce combat-là dépassait les terres, les procès, même la vengeance. C'était la guerre pour la vérité, et elle venait juste de commencer. Le lendemain matin, le soleil se levait sur une ferme éventrée. Le vent faisait teinter les douilles vides, les herbes brûlées frémissaient, comme si la terre respirait encore le souffle de la bataille. Amara n'avait dormi qu'1 heure. Ses mains tremblaient légèrement quand elle remit Titan à boire. Ses yeux, eux, ne tremblaient plus du tout. Les gendarmes locaux prirent des photos, ramassèrent les douilles, posèrent des questions mécaniques. Ils savaient tous qu'ils arrivaient trop tard. Mais le plus étrange, c'est que personne n'avait trouvé les assaillants. Pas de corps, pas d'armes abandonnées.
comme si la nuit avait avalé les preuves. Seuls quelques morceaux de tissu marqués d'un sigle inconnu gisaient dans la boue. Samuel arriva sur place 2 heures plus tard. Il la regarda, immobile, puis posa une main sur son épaule. Tu es vivante. C'est tout ce qui compte. Non, murmura Amara. Ce n'est pas tout. Elle lui montra le morceau d'étoffe, une marque discrète, une flèche dorée sur fond noir. Ce n'est pas Moreau, c'est plus haut. Ils veulent qu'on se taise. Samuel hocha la tête. Il savait qu'elle avait raison. Moreau n'était qu'un fusible. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Quelqu'un qui avait les moyens d'effacer des hommes dans la nuit. Le soir même, un journaliste indépendant publia les premières images du ranch, encore fumant, et une phrase de Samuel en légende. Quand la vérité dérange les puissants, ils n'envoient pas des avocats, ils envoient des armes. L'article devint viral. Les réseaux s'enflammèrent, les hashtags explosèrent. Ja, justice pour Amara. Ja, le feu ne dort pas. Des soutiens affluèrent de partout. Et avec cette lumière médiatique, il devint impossible pour les autorités de faire taire l'affaire. Une semaine plus tard, Moreau fut officiellement inculpé de fraude, corruption et mise en danger de la vie d'autrui. Mais déjà, on murmurait qu'il coopérait, qu'il donnait des noms. Amara comprit, le monstre avait encore des étages. Elle vendit les bêtes restantes, rangea les outils, puis s'assit sur le porche de la maison. Le silence du soir était presque trop pur. Zara et Malik dormaient encore dans la grange reconstruite, Titan à ses pieds, cicatrisé mais alerte. Samuel arriva avec une enveloppe. À l'intérieur, une lettre du parquet. Votre témoignage est requis à Paris dans le cadre de l'enquête sur le financement international. Elle leva les yeux vers l'horizon. Alors, on continue. Il sourit. Oui, mais cette fois, on ne va pas se défendre. On va frapper. Quelques jours plus tard, dans le train vers la capitale, Amara observait les paysages défiler. Chaque champ, chaque bosquet lui rappelait la raison de sa guerre. Ces gens simples qui ne savaient même pas qu'ils buvaient de l'eau contaminée pour que d'autres s'enrichissent. Le procès se transforma en tempête nationale. Amara témoigna pendant 6 heures. Sa voix calme coupa le silence du tribunal. Elle parla du sol, du travail, de la peur. Puis elle termina. Vous pouvez brûler ma maison, vous ne brûlerez jamais ce que j'ai appris. Le courage, c'est de rester debout quand tout le monde vous dit de vous taire. La salle éclata en applaudissements avant même que le juge ne la remercie. Quelques mois plus tard, Moreau fut condamné. Pas autant qu'elle l'aurait voulu, mais assez pour qu'il tombe du piédestal. Des comptes furent saisis, des terres rendues. Le réseau financier au-dessus de lui entra dans le viseur des procureurs. Un matin, alors qu'elle buvait son café dans sa nouvelle maison, plus petite mais tranquille, le facteur la tira de ses pensées. Une lettre pour vous, Madame Cissé. Pas d'expéditeur. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une photo. Son père. À côté de lui, John, le vieil ami de son père qu'elle croyait mort depuis 20 ans. Et derrière, à peine visible, ce même logo, la flèche dorée. Au dos, 4 mots écrits à la main. Tu crois que le feu dort? Son cœur se serra. Titan grogna doucement, sentant sa tension. Amara glissa la photo dans sa poche, regarda par la fenêtre. Les montagnes au loin se teintaient d'or. Elle sourit à demi. Alors non, le feu ne dort pas. Il attend juste son heure. Elle saisit sa veste, sortit dans la lumière du matin.
Le vent porta une odeur familière de poussière et de liberté. La guerre semblait finie. Mais pour Amara, ce n'était qu'un nouveau chapitre. Ils ont pris ce qu'elle aimait, mais c'est sa mémoire qui les a brûlés. Si tu as regardé jusqu'ici, écris en commentaire «Justice» pour soutenir Amara. Et surtout, n'oublie pas, même quand on te vole tout, ta force peut tout reprendre. Clique maintenant sur la prochaine histoire juste ici, une autre histoire vraie où le courage d'une femme change tout. C'était Histoire de Dîmes, là où chaque silence cache une vérité.